la data, qu'est-ce qu'on peut en faire, dans quelle gouvernance, etc. Et pour ça, je vous remercie d'accueillir Thibaut Asselot de LiveWant, Laurent Bliot de TF1 Pub. Je les ai classés par ordre alphabétique, ce qui est la seule manière de ne jamais faire d'impasse. Sandrine Clion, la directrice générale d'Imedia Center, Arnaud Loga de Publicis Commerce et Lavinia Stanescu de Trade Desk. Alors, moi, je vais juste prendre ce micro-là. Et peut-être pour commencer, alors je vous propose un déroulement assez classique en 2 phases. D'abord, on va entendre chacun de nos 5 panélistes sur 1 ou 2 questions clés. Et puis après, ça va être le moment de la conversation où tout le monde peut se lâcher. On lancera des thèmes et puis les uns les autres les attraperont au gré de leurs envies. Peut-être pour commencer par Sandrine Clion. Alors, Emmanuel Grenier, quand il a ouvert les débats, insistait bien à la fois sur la partie de retail média et sur l'importance du retail média pour Carrefour en digital, mais aussi dans les points de vente physiques. Imedia Center s'est spécialisé dans le retail média, dans les points de vente physiques. Peut-être, vous pouvez nous raconter un peu l'activité, enfin en gros, ce que vous fabriquez chez Imedia Center, et puis nous dire que point de vente physique, ça ne veut pas dire pas de data. Exactement. Donc effectivement, nous, Imedia Center, on est une régie média experte du point de vente physique. On a créé la régie en 2016 et quand on s'est créé, on a d'abord imaginé pouvoir mettre en place un réseau d'écrans digitaux dans tous les points de vente, donc les hypermarchés, les supermarchés, les centres co. Donc ça se voyait déjà à l'époque beaucoup dans les centres commerciaux, mais on a été les premiers, en tout cas, à le faire sur les surfaces de vente, notamment avec Auchan. Et effectivement, au démarrage, on était plutôt considéré comme un média d'affichage. Et vous le savez, la mesure de performance, à l'époque, elle n'était pas forcément liée au point de vente physique ou à l'affichage, mais plutôt au digital. D'ailleurs, on ne parlait pas encore de retail média, ou alors à peine. Le fait de pouvoir démarrer avec un distributeur, ça nous a permis d'avoir accès à la data. Et quand on a lancé l'offre, on a tout de suite travaillé avec cette data pour mesurer 100% de nos activations publicitaires. Donc, Imedia Center, c'est en effet un réseau d'écrans DOH, donc Digital Out of Home, des écrans digitaux en magasin. On en a 3200. On essaye d'être sur l'ensemble du parcours d'achat des clients consommateurs pour être au plus proche de l'acte d'achat et influencer jusqu'au dernier mètre. On propose aussi 10 000 mètres carrés d'espace événementiel à des annonceurs sur lesquels ils peuvent organiser des opérations telles que des roadshows, du street marketing ou des opérations spéciales. On va venir coupler plusieurs supports. Et puis, on a aussi une activité où on accompagne nos clients, là, cette fois-ci plutôt propriétaires, dans l'implantation et la maintenance de leurs supports aussi. Voilà. Alors du coup, donc 2016, ça fait 8 ans déjà, c'est une certaine antériorité dans le travail de cette data. Donc vous avez de la data carte de feed, vous avez de la data sortie de caisse. Qu'est-ce que ça permet de faire à la fin en termes soit d'anticipation de comportement d'achat, de conviction ou de renforcement au moment sur le parcours, pourquoi pas vers le point de vente, d'action sur le point de vente. Alors, sachant que vous faites une étude intéressante annuelle qui s'appelle Shopper Trends, dans lequel vous dites que sur le point de vente physique, juste 65% des clients, enfin 2 clients sur 3, peuvent changer d'avis ou de marque ou de produit jusqu'à la dernière minute, enfin jusqu'au dernier kilomètre, voire jusqu'au dernier mètre. Oui, c'est exactement ça. Donc oui, on a sorti très récemment l'étude Shopper Trends. C'est une étude barométrique qui vient analyser l'évolution et les habitudes de consommation des consommateurs français. D'ailleurs, on le réalise avec Publicis et Epsilon. Et effectivement, c'est intéressant de voir que jusqu'à la dernière minute, 65% les consommateurs français affirment pouvoir changer de décision d'achat jusqu'au dernier mètre. Donc c'est
pour ça que c'est important d'être présent sur tout le parcours d'achat du shopper et encore plus en physique. Alors là, je parle de ce que je connais. Et pour revenir à la data, donc effectivement, quand on parle de data chez Media Center, nous, on va utiliser la data du retailer. Donc, vous le disiez, on va travailler sur des données transactionnelles, les tickets caisse. Hein, on a 19 millions de passages en caisse. On va s'appuyer aussi sur les porteurs carte fidélité. On a 8 millions de porteurs de cartes et on a à peu près 85% des passages caisse qui se font avec la carte fidélité. Et du coup, on va accompagner les annonceurs sur deux aspects. En amont des campagnes, pour pouvoir les aider à optimiser leurs investissements publicitaires. Et là, on va travailler sur la règle dont on a beaucoup entendu parler, les 3 B. Donc, alors nous, on va l'adapter, le bon magasin, le bon moment et la bonne personne. Donc, effectivement, par exemple, on va faire du ranking de magasins. On va leur proposer d'aller sur tel ou tel magasin parce que le poids de chiffre d'affaires sur ce rayon est plus intéressant pour eux et il faut qu'ils communiquent en priorité sur tel et tel magasin. Vous allez les accompagner sur le bon moment pour communiquer. Est-ce que c'est en période de saisonnalité, la rentrée des classes, ou alors on va aller jusqu'à affiner cette période de communication, l'horaire, pourquoi pas, je veux communiquer à l'heure du déjeuner, ça peut être intéressant aussi. Et ensuite, on va venir travailler sur la mesure, on va leur fournir des KPI post-campagne. Donc dans la mesure, on leur met tout un tas de critères, on va faire des comparatifs magasin animé versus magasin témoin. On va venir faire de comparaison aux rayons et aux concurrents pour regarder le taux de pénétration, le taux d'incrémental. On va faire aussi une analyse pendant la campagne, mais aussi avant la campagne, et leur montrer l'évolution de chiffre d'affaires, de prise de part de marché, de taux de recrutement, de réachat, etc. Et puis ensuite, évidemment, de la connaissance client. Donc, les acheteurs qui ont acheté ce produit, le produit de la marque, qui sont-ils, CSP, etc., tranche d'âge. En fait, c'est assez lié. Les indicateurs sont assez... Oui, vous alliez poser... allez-y. Les indicateurs sont assez liés... Enfin, sont presque similaire au digital, si ce n'est que nous, on a un média qui est one-to-many, donc on s'adresse à... Alors dans le digital, on est vraiment sur du one-to-one, et puis on a aussi peut-être une différence, c'est sur la période d'attribution. Nous, on va travailler pendant la campagne, alors que sur le digital, on peut attribuer l'achat d'un produit à un consommateur 15 ou 30 jours après la campagne. Merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure, y compris sur l'aspect mesure de performance, puisque ça a déjà été évoqué dans le débat précédent et ça va être un fil rouge, je pense, de cette matinée. Laurent Bliot, donc de l'autre côté du spectre, un média puissant. François Pélissier l'a rappelé tout à l'heure, 33 millions de streamers par mois, 23 millions, sauf erreur de ma part, de 25 millions d'inscrits TF1+, et manifestement le ton sur lequel j'ai été corrigé montre que le chiffre ne souffre pas de contestation. Bref, c'est la data, vous n'avez pas attendu TF1+ pour la travailler chez TF1, y compris des segments shoppers, enfin, où l'intérêt pour les shoppers, il n'est pas non plus nouveau. Qu'est-ce qui a changé en 2024 ? À la fois donc du côté produit TF1+, François en a parlé, mais aussi du côté de la régie, du travail de la data, des offres, des partenariats, etc. Bah alors, beaucoup de choses, donc je vais essayer de ne pas être trop long, mais en fait, on a un bon alignement des planètes, j'allais dire, puisque la puissance, honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on revendique pour le plaisir de le faire. Ça a été un peu suggéré dans des conversations précédentes que le problème, très rapidement, quand on commence à faire des cibles avec des segments, c'est que si on part pas d'un très gros reach tout là-haut, ben en fait, on arrive sur des segments qui font 200 000 personnes. Et oui, sur ces 200 000 personnes, on va avoir un bon uplift, sauf que comme c'est 200 000 personnes, ça contribue pas bien à votre business. Donc, c'est pour ça qu'on rappelle ça. Et effectivement, je pense qu'on arrive à un moment où on a une offre assez unique, en fait, puisqu'il y a ces 33 millions de personnes, et ça fait qu'évoluer, on espère que ça va encore grossir. Pareil pour les 25 millions, donc pas de problème, le chiffre progresse, donc c'est normal que... voilà, il ne soit pas toujours le dernier mémorisé. Bon, les contenus, ça vous a été dit, il y a tous les contenus qu'on a, la profondeur de catalogue, etc. Et l'adressabilité du grand écran. Puisque finalement, que ce soit via les box FAI, via un stick ou via directement votre smart télé,
La grande nouveauté, c'est que le grand écran de télévision, il est adressable massivement. Voilà. Et soit en streaming, soit avec la télé segmentée, qui est aussi un moyen d'adresser. Et du coup, l'adressabilité du grand écran avec des contenus de grosse audience, c'est ça qui fait que quand vous activez de la data retail en segmentant, vous êtes sur des tailles de population suffisantes pour que vous puissiez en avoir un bénéfice substantiel dans votre business. Et du coup, la force peut-être aussi par rapport à ce que décrivait Sandrine juste auparavant, c'est qu'en amont même de toutes ces données comportementales, vous avez deux choses qui est la qualification socio-démo, en principe, via les études d'audience de médiamétrie, et puis le côté contextuel. Enfin, Raphaël Porte, dans le débat précédent, disait parfois on n'a pas forcément besoin d'en connaître beaucoup sur sa cible si on lui offre un contenu pertinent. Enfin, il prenait l'exemple de RMC Méca, ça pourrait valoir, j'imagine, pour Automoto sur TF1. C'est un bon exemple, mais néanmoins, on va retomber sur une problématique de petite population. Hein. On parlait des chaînes FAST, c'est des petites populations. Alors après, c'est sûr que si le gars qui regarde la chaîne sur les voitures, on sait qu'il a le potentiel pour acheter une Ferrari, c'est intéressant, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais si c'est pour vendre, j'allais dire, un paquet de gâteaux, c'est un peu moins intéressant en fait, parce que là, il n'est pas nombreux. Alors, j'avais pas répondu à une partie de ta question, Philippe. C'est qu'est-ce qui a changé aussi? C'est l'empowerment de tous ces assets qu'on a par la data. Je suis à côté de notre partenaire LiveRamp, qui a racheté Abou, qui est une solution, effectivement, comme ça a été évoqué rapidement par François, qui permet l'interopérabilité avec toutes les clean rooms. Ça a été mentionné notamment par Emmanuel dans le débat précédent, que c'est un véritable enjeu. Et on est content d'avoir pu, en exclusivité pour l'instant, avoir cet accord qui va vous permettre à tous, quand vous aurez des problématiques d'onboarding, tout ça, c'est simplifié, c'est interopérable, le RGPD, etc. etc. Et ça, c'est vraiment important, puisque l'activation, l'interopérabilité, la liquidité de tout ça, on a encore beaucoup de progrès à faire, et c'est très limitant, parce que ça consomme beaucoup de ressources, en fait. Et qu'il y a un moment, quand on calcule le ROI, oui, il y a combien on a dépensé en médias, combien on a vendu, les uplifts, etc. Mais il y a aussi combien de gars on a dû activer derrière pour arriver à ça, en fait. Et ça, on ne le compte pas toujours dans le ROI. Et c'est sûr que c'est pas neutre, parce que c'est des ressources coûteuses, rares, et ça doit être intégré au ROI. Absolument. On viendra tout à l'heure évidemment sur LiveRamp et sur AOU, qui est un enabler essentiel dans l'activation de la data. Juste, je voudrais d'abord me tourner vers Lavina Stanescu, puisque d'ailleurs le mot dont je ne suis même pas sûr qu'il ait été prononcé, c'est data first party, tellement il était implicite depuis chez TF1+, à travers les embasés, pour les distributeurs, à travers les titulaires du quart de feed. Donc le travail, disons, de la data first party, c'est un peu le jardin de Trade Desk. Et en gros, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec les partenariats que vous faites? Enfin, jusqu'où peut-on pousser l'exercice? Tout à fait. Bonjour à tous. Oui, en effet, nous, on fait une bonne classification entre la data first et la data tierce, et je vais en arriver. J'aimerais bien aborder la réponse en 3 phases. Donc, tout d'abord, la data first est vraiment la force centrale de notre activité. Donc, je rappelle que nous venons de lancer la nouvelle version de notre plateforme. Donc, on l'a revampée, on l'a upgradée. Elle s'appelle Kokai. Et au-delà des nouvelles fonctionnalités très chouettes qu'apporte cette nouvelle version de la plateforme, elle met tout au centre la first party data, ou en général la data, pas que la first, la tierce également, pour nos clients. Donc effectivement, la data prend un rôle principal dans notre activité. Deuxième point, The Trade Desk a mis énormément d'efforts, de travail, de concentration pour créer et développer et mettre à disposition de nos clients une nouvelle solution d'identité, une infrastructure solide, une solution qui s'appelle EUID en Europe,
qui a comme confrère UID2 sur les marchés américains et asiatiques. C'est une solution déterministe qui se base donc sur un email haché, en Europe en tout cas, aux États-Unis également sur un numéro de téléphone, mais bon, on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Donc, solution déterministe qui également est interopérable maintenant avec, ou complémentaire, on ne va pas rentrer dans le débat non plus complémentaire, interopérable, avec toutes les solutions d'identité sur le marché. Et donc, c'est une solution qui nous permet donc d'adresser cette first party data ou cette data tierce très valeureuse de manière omnicanale dans des stratégies full funnel. Malgré nos efforts, on voit quand même que pas tous nos annonceurs ont eu soit la chance ou la possibilité d'exploiter leur first party data. Il y en a qui juste n'ont pas et il y en a qui n'ont jamais réfléchi à l'exploiter. Et donc, c'est dans cette étape-là, Philippe, que nous avons mené plein d'efforts à développer davantage notre data marketplace, qui jusqu'à il y a 2 ans et demi, je pense, en Europe, comptait juste des centaines de fournisseurs data tierces. Donc, on a mis un travail énorme au sein de The Trade Desk pour également accueillir de la data retail à échelle européenne. Data retail qui est disponible en self-service, à des annonceurs choisis par nos partenaires retail. Donc, il y a un contrôle et une sécurité que nous mettons en place avec chaque accord. Et donc, qui a une forte croissance. On voit plus de fois 15 depuis le début de l'année et on n'a même pas fini, entamé Q4. Donc, on voit cette croissance, on voit cette volonté et on voit également la complémentarité de cette data tierce retail en self-service par rapport aux données first tout à fait pertinentes de nos annonceurs et de nos clients. Et du coup, à travers votre expérience, est-ce qu'on peut dire que, donc le vécu de cette plateforme et de vos partenariats, est-ce qu'on peut dire que la CTV, c'est déjà ou ça va être égal à de la télé drivée par la donnée? Est-ce qu'on est déjà à cette étape? Et puis peut-être une question complémentaire, c'est ça a été dit dans la table ronde d'avant. La CTV, ça ne sera pas non plus le seul univers dans lequel les annonceurs vont s'exprimer. Est-ce qu'en termes de stratégie omnicanale, il y a mieux à faire pour la data? Donc, un peu 2 questions, pardon. L'une, est-ce qu'on est déjà à de la télé drivée par la data? Et 2, comment est-ce qu'on intègre ça dans des stratégies omnicanales pour le compte des marques? Alors, à mon avis, en tout cas, je pense qu'on est au tout début. Je pense qu'on est sur le bon chemin, en tout cas, de cette belle aventure dans laquelle on va voir les annonceurs mettre à l'emploi via des plateformes comme la nôtre ou d'autres plateformes leur data first, mais également activer de la data tierce dans le cas de l'absence, évidemment, de la data first. Et pour toute leur activité marketing, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, ça a été énormément évoqué sur le panel précédent, mais en tout cas, c'est notre credo, c'est la promesse de notre plateforme d'avoir une stratégie full funnel quand on réfléchit à amener une stratégie marketing, et d'avoir une approche omnicanale. Et donc, on a des équipes entières dédiées à nous fournir des inventaires pour pouvoir adresser tous ces canaux-là, pour pouvoir mesurer tous ces canaux-là. Donc, nous, on a 2 axes, en tout cas, mon équipe, la Data Partnerships Team, au sein de The Trade Desk. Nous avons 2 axes de développement pour suivre donc, ce mouvement, ce début d'aventure, on va dire. Premièrement, premier axe, c'est de développer, de renforcer nos partenariats actuels qui existent, que ce soit avec les agences, que ce soit avec les mesureurs, que ce soit avec les partenaires tierces comme LiveRamp, avec lesquels on travaille également très étroitement, que ce soit avec les broadcasters par notre équipe Inventory. Donc nous, ça c'est le premier axe de développement. Comment on peut innover, comment on peut aller au-delà de tout ça. Et ça c'est tout un travail à plein temps. Deuxième axe pour nous, c'est comment créer de nouveaux partenariats qui vont juste aller cimenter le travail qui a déjà été fait ou croître en fait la puissance de ce travail fait précédemment. Et donc c'est des c'est des développements, des partenariats avec des tierces qui vont nous aider à mieux planifier, Quand je dis planifier, c'est la distribution entre le linéaire
et d'autres canaux, que ce soit la CTV, que ce soit le DOH. Donc ça, c'est des acteurs tiers qui vont nous aider à pouvoir mieux collaborer avec les agences dans leur planning, mais également avec des agences, des tiers mesureurs qui vont nous permettre de comprendre l'incremental reach, le brand lift, qui sont effectivement pour moi des nouveaux KPI qu'il faut réfléchir. Je pense qu'Alix a cité ça lors du panel précédent. Là où, lorsqu'on pensait retail média, on-site, campagne de performance, tout à fait. Mais quand on emploie de la retail data dans des démarches off-site, on doit également repenser les métriques que nous allons mettre en place. Et effectivement, on considère qu'il y a une complémentarité entre les métriques de performance, last touch, CPA, ROAS, très bien, mais ces nouveaux outils de mesure, le reach incrémental, le brand lift, vont faire effectivement, vont nous donner plus de compréhension dans nos investissements. Et on a plein de partenariats déjà qui existent, voilà, qui ont été mis en place. Donc, ça, c'est un tout petit peu ce qu'on fait dans cette démarche, où on en est. Et je pense que ce dont on a besoin, ça a été également mentionné avant par Emmanuel, c'est rompre ces silos. Je pense que, en regardant ce qui se passe sur le marché, en tout cas, ces annonces que vous avez faites sont effectivement très... pour moi, je les regarde avec beaucoup d'enthousiasme parce que je pense qu'on va absolument dans la bonne direction. On voit dans d'autres marchés quand même, chez The Trade Desk, une ouverture, que les silos commencent à se fragmenter petit à petit. Et je pense que c'est extraordinaire puisque la demande pour un meilleur ciblage de la part des annonceurs via l'emploi de la data existe, et la demande de cibler davantage ces environnements de la CTV existe également. On voit une croissance de plus de 62% juste year to date pour les investissements CTV depuis le début de l'année. Donc, voilà. Donc décidément, les 3B, le bon contexte, la bonne data, la bonne mesure. Thibaut Asselot, vous travaillez pour LiveRamp, autre groupe, autre acteur mondial. Peut-être juste pour nous donner une perspective un peu, je vais prendre un peu un pas de recul. En France, en termes sur ce sujet, développement de la CTV, activation de la data, partenariat avec les retailers, on est plutôt en avance, on se situe comment ? Bonjour à tous. Donc effectivement, il y a un certain nombre de spécificités du marché français sur la CTV qui sont intéressantes à noter. Je dirais que le premier point, si on regarde un petit peu le paysage télévisuel en général, il y a une notion de télé linéaire qui est encore assez importante. Si on compare par exemple avec les États-Unis où il y a eu un phénomène où la télé linéaire était tellement inondée de publicité que finalement les Américains se sont progressivement éloignés de la télé linéaire. La France a gardé cet inventaire linéaire de qualité avec, en plus de ça, finalement la publicité qui a été toujours mesurée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que cette télé linéaire, elle est accessible via les opérateurs télécoms, et donc c'est par l'avènement du haut débit Internet que cette consommation de télé linéaire a pu être transmise, et donc ça a donné dès le début en fait des notions de CTV avant même que la notion de CTV arrive réellement. Et donc nous, LiveRamp, ça fait depuis un certain temps qu'on agit dans la télévision. En fait, on a beaucoup parlé de notion de liquidité de la donnée, et c'est effectivement le cœur de nos enjeux chez LiveRamp, c'est de rendre la donnée le plus liquide possible. On a commencé à le faire dès les années 2019-2020 dans la notion de télé linéaire, en faisant en sorte de réconcilier la donnée entre ce qui était détenu par les opérateurs et ce qui était des données de retail, pour commencer à faire de la mesure de la télé linéaire. Ça, c'est disons la première étape sur laquelle nous on a pu LiveRamp intervenir. Ensuite, il y a eu l'avènement de la télé segmentée. Donc à partir de 2020, je dirais, et nous à partir de 2021, on a commencé à agir là-dessus en faisant en sorte que les annonceurs puissent onboarder leur first party data pour réaliser des premières campagnes grâce à leurs données first party. On a également aussi permis à des retailers de pouvoir onboarder leurs données pour que des ciblages de retail, des ciblages shopper puissent être faits. Et enfin, effectivement, on voit un peu l'avènement de
maintenant de ces plateformes de streaming qui sont soutenues par des broadcasters comme TF1, qui amènent en fait un pas significatif, qui font faire un pas significatif sur la notion d'utilisation de la donnée dans la CTV. Et donc c'est là que on est très honoré de pouvoir aider TF1 à avoir cette dimension de données mises à disposition des annonceurs. Ce Graph ID de TF1 qui est mis à disposition des annonceurs, pour nous c'est extrêmement intéressant comme enjeu, puisque ça nous permet finalement de faire en sorte que cette data collaboration soit au cœur des enjeux. Justement, enfin, c'est sur Abou que je voulais vous faire rebondir. Donc peut-être en 2 mots, et pour ma compréhension, c'est ce qui permet de rendre la data TF1, en l'occurrence interopérable avec l'ensemble des clean rooms du marché. Est-ce que ça suffit à... Enfin, est-ce que, d'ailleurs, vous pouvez être un tout petit peu plus précis, et est-ce que ça suffit à résoudre l'enjeu de liquidité de la data, ou est-ce qu'il y a des conditions supplémentaires? Alors, donc, ça fait depuis un certain temps déjà qu'on fait de la data collaboration avec les broadcasters. On a effectivement franchi un pas cette année avec l'acquisition de Abou. Et pourquoi c'était important pour nous cette acquisition de Abou? C'est que finalement, le sujet, c'est est-ce que la data doit être bougée? Est-ce que finalement on doit hoster la data? Ou est-ce que finalement l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler avec n'importe quelle entreprise qui a de la donnée, quelle que soit la localisation où se trouve la data? Et c'est là où en fait Abou apporte un pas technologique assez important, c'est que finalement, quelle que soit la localisation de vos données, quel que soit le cloud que vous utilisez, finalement, nous, on peut créer une clean room entre, par exemple, TF1, la donnée TF1, et la donnée d'un annonceur ou la donnée d'un retailer, et sans faire en sorte que, en faisant en sorte que la donnée, le mouvement de la donnée soit minimisé. Donc ça, c'est... Ouais, pardon. Pardon, et j'imagine, avec la possibilité même de trianguler avec de la data d'une marque particulière auprès des titulaires de carte de fidélité d'une enseigne particulière, et finalement, regardant TF1+. Enfin, le fait d'ajouter un maillon à la chaîne, j'imagine, ne complique pas les choses. Ouais, exactement. Si ce n'est peut-être le risque que soulignait tout à l'heure Laurent, dans le fait, si on croise trop les bases, à la fin d'avoir une granularité un peu faible. Non, mais tout à fait. Et donc, tout l'enjeu, c'est effectivement de se dire que il y a des annonceurs qui ont de la first party data. Lavinia l'évoquait, la first party data, elle est extrêmement intéressante, mais elle peut souvent être limitée. Il y a beaucoup d'annonceurs qui n'ont finalement pas de données CRM, ou très peu. Et puis, il y a beaucoup d'annonceurs qui n'ont pas accès à la donnée de conversion. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que, grâce à la technologie, on puisse mettre en commun la donnée des personnes exposées, c'est souvent détenu par des broadcasters comme TF1, la donnée CRM des annonceurs, mais également la donnée de conversion qui est souvent détenue par des retailers. Et donc tout ça, c'est grâce au Clean Room qu'on peut faire cette réconciliation et faire en sorte de proposer de la mesure. Un mot, parce que je ne suis pas sûr que Laurent l'ait mentionné tout à l'heure, le partenariat Abou TF1, il est exclusif pendant 1 an. La plateforme, elle est lancée déjà ailleurs dans le monde. Et sinon, l'après dans 1 an, c'est mettre à disposition de l'ensemble du marché. Alors, donc Abou, ça fait depuis un certain nombre d'années que ça existe. Effectivement, il y a un certain nombre de gros acteurs aux États-Unis qui l'utilisent. On peut prendre l'exemple de Disney ou de LinkedIn. L'enjeu et pourquoi nous on a voulu travailler avec TF1 sur le fait d'équiper TF1 et le marché français de cette solution, c'est que les plans très ambitieux de TF1 sur cette notion de Graph ID mise à disposition des annonceurs nous a beaucoup plu, et on pense que finalement, grâce à cette capacité de TF1 à parler à beaucoup d'annonceurs, il va pouvoir y avoir finalement une sensibilisation et finalement des tests faits par le plus d'annonceurs possible sur le marché, et on pense que ça va finalement permettre à l'intégralité de l'écosystème de pouvoir en bénéficier. Merci, on va se tourner vers Arnaud Lega, puisque le boulot historique des agences, c'est précisément d'être aux côtés des annonceurs. D'abord, juste pour un mot, dans la famille Publicis, il y a beaucoup d'agences et de déclinaisons de la marque. Et puis, il y a Unlimitail, votre cousin germain, puisque le groupe en est actionnaire à 50%. Alors, entre Publicis... 49. Pardon ? 49, c'est important.
Oui, c'est le pourcent qui change tout. Mais en tout cas, on est actionnaire significatif, on va dire. Qu'est-ce que ça change ou comment ça s'organise en termes de métier entre Performix, Publicis Commerce et Limitel? Qu'est-ce que les uns et les autres ne font pas et comment, dans quelle collaboration éventuellement? Ouais, c'est une bonne question. Bonjour à tous déjà. Ouais, je dézoome un petit peu parce qu'effectivement, les mouvements chez Publicis sur le commerce ces dernières années, ils ont été assez importants. Oui, on a créé Publicis Commerce pour construire la stratégie retail média des annonceurs. À côté de ça, on a racheté aussi Profitero, qui nous permet d'avoir des insights pour construire ces stratégies. On a racheté Citrus Ad, qui permet de diffuser les publicités chez les retailers. On a également racheté Bison, qui est One Stop Shop Amazon, qui est leader aujourd'hui en France sur contenu, retail média, retail operations, même logistique. Donc en fait, on a essayé de construire quelque chose de complémentaire qu'on commence à créer pour nos annonceurs. À côté de ça, je dis bien à côté, il y a une Limitel, évidemment. Donc régie publicitaire, une vingtaine de partenaires, donc Carrefour. C'est pas à moi de parler de Limitel, parce qu'en fait, moi, le rôle en tant que patron de Publicis Commerce, le rôle des équipes de Publicis Commerce, c'est, comme je le disais, évidemment de construire la meilleure stratégie commerciale d'investissement chez les retailers pour les annonceurs, mais aussi remonter un peu dans le funnel, forcément pour avoir une meilleure compréhension de la stratégie digitale de nos annonceurs. On est vraiment là dans une construction digitale au global. Et donc, Limitel est un partenaire, évidemment, qu'on utilise beaucoup, mais finalement pas plus que d'autres régies pub qui sont pertinentes. Et donc, en fait, moi, si je suis pas agnostique en tant que Publicis Commerce, je perds ma crédibilité en fait auprès des annonceurs. Donc, oui, c'est un cousin germain, vous l'avez dit, parce qu'on a investi dedans, mais après moi je les regarde comme une régie pub comme les autres. Donc vous êtes conseil, enfin vous faites le métier d'agence, donc historiquement du conseil, mais vous travaillez aussi bien avec Values, pourquoi pas Media Center ou Retailing. Oui, bien sûr, avec conseil régie, enfin forcément. Mais ce qui va sans dire, parfois, vous connaissez la suite. Simplement, depuis le début de cette matinée, finalement, on a beaucoup parlé data. Y compris dans la mesure de la collecter, de la mettre en œuvre, de la mesurer, etc. Alors que la publicité, la communication, c'est aussi du message. Enfin, c'est pas juste une cible, c'est aussi du message. Et est-ce que ça veut dire que dans les agences médias, d'ailleurs, les profils vont changer? Il y aura 80% de scientistes et seulement 20% de gens qui vont parler de message. Comment vous jugez ça? C'est évidemment, il y a des transformations qui se font en agence média, plus ou moins rapidement. On est une grosse machine chez Publicis, on est près de 1200, Publicis Média en France. Donc forcément, les équipes data grossissent énormément, mais c'est pas tout à fait nouveau. Le retail média y participe évidemment, mais on avait quand même déjà fait grossir ces équipes-là, parce que tout à l'heure on disait l'ère de la big data, puis ensuite le smart data. Enfin évidemment, la data qui est au cœur des stratégies, c'est une réalité. À côté de ça, on a quand même nos profils, notamment conseil, qui se transforment, bien entendu, qui doivent être plus data, qui doivent être plus tech, plus planning stratégique. Alors bien sûr, on demande des moutons à 5 pattes probablement un petit peu à tout le monde, mais en tout cas c'est une réalité. Les profils dans les agences médias, ils se transforment. Une fois de plus, ça va être assez lent, enfin en tout cas pas aussi rapide qu'on le souhaiterait, mais ils se transforment. Et à côté de ça, les équipes data sont très importantes. Et puis si on généralise aussi à la publicité en général, même les créatifs, alors les créatifs, ils sont loin d'être des data scientists, tous les opposent au départ. Mais au final, non, ces stratégies data-driven et ces mindset data-driven, ils doivent aussi les acquérir. Donc voilà, c'est des transformations progressives, mais qui sont évidentes et qui sont absolument nécessaires, parce qu'une fois de plus, le métier de conseil média aujourd'hui, c'est pas du tout le même qu'il y a 4 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et donc c'est vraiment ces mindsets de data, de techno et de stratégie doivent être au cœur de nos équipes, quelle que soit l'agence média. Sur la créa précisément, est-ce qu'aujourd'hui, la bascule est faite? Qu'est-ce qui va l'aider? Est-ce que c'est l'IA parce que ça devient plus facile de personnaliser une copie? Et donc à des coûts mesurés. Enfin, cette transformation. La bascule, elle est pas. Non, ça serait mentir de dire qu'elle est faite. Clairement, on est dans cette phase de transition. Aujourd'hui, l'IA, je pense qu'elle transforme davantage la production que la créa elle-même et que la génération d'idées créatives. En revanche, clairement, la data retail, oui, bien sûr, mais la data CRM, enfin toutes les data first party notamment
qu'on peut avoir à notre disposition, bah oui, là, elles sont utilisées davantage qu'il y a quelques années au niveau de la créa. Mais pour une fois de plus, elles sont mises à disposition. Pour pouvoir les utiliser, il faut avoir les bonnes compétences et le bon mindset aussi dans nos agences. Donc je reviens à ça. Peut-être un point sur lequel je voudrais vous faire réagir et sans doute les autres intervenants aussi, et sentez-vous libre de me faire signe. On parle beaucoup data first party, encore une fois. Finalement, on parle de la manière efficace de parler à ceux qui sont en basé. Enfin, un peu par opposition à la communication de branding, comme si c'était là un monde indifférencié, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un maillon à trouver qui est à un moment d'attaquer des prospects, mais dans une vision un peu, assez directement de conversion. Enfin, tout à l'heure, Emmanuel Grenier décrivait ce qu'il va faire sur TF1, c'est-à-dire pouvoir exposer des messages de promo sur certains produits chez Carrefour, donc dans les antennes de TF1. Ça intéresse évidemment les encartés de la carte de fille de Carrefour. Ça intéresse aussi potentiellement, et c'est l'occasion pour Carrefour peut-être, de faire venir des gens qui ne le sont pas encore. Non mais dorénavant, maintenant qu'on est capable d'avoir une mesure business de ces actions branding, forcément, le funnel, il se tasse. Je ne veux pas dire qu'il disparaît, évidemment, mais il se tasse complètement. Et donc, ça nous permet de changer un petit peu de paradigme. On a parlé un peu de Data Clean Room. Là, franchement, on est au cœur de ça. Ça nous permet de projeter les data first party de certains de nos clients dans des univers de Data Clean Room, LiveRamp, AMC, Amazon Marketing Cloud, qui nous permettent finalement de comprendre les comportements d'exposition, mais aussi comportements business de cette donnée first party. Et donc, on est capable d'extrapoler derrière sur du prospect. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Sur des annonceurs endémiques, mais également non endémiques. Et ça, c'est plutôt passionnant. Quand un Stellantis croise sa donnée first party avec de la donnée Amazon, bon, au début, on pourrait se dire, mais pourquoi? Et en fait, non, on peut comprendre qu'est-ce qu'achètent les consommateurs Stellantis aujourd'hui et comment je vais pouvoir mieux les adresser à tout niveau du funnel. Et franchement, pour le coup, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant et c'est une sacrée avancée. Laurent Biot souhaitait réagir. Oui, je voulais réagir par rapport à ça parce que on fait déjà, c'est toujours le dilemme en fait. C'est je dois recruter, mais je dois également fidéliser. Donc c'est vrai que si on se dit je concentre mes actions sur les gens qui sont déjà mes clients, bah, en fait on recrute pas. Néanmoins, au-delà du mix média général qui fait que ça a été dit, les médias un peu massifs servent aussi à ça et ils le font toujours avec efficacité. Dans la data, dans le domaine de la data et notamment de la data retail, autant je peux chercher à fidéliser quelqu'un qui achète déjà mon produit, autant je peux chercher à cibler quelqu'un qui achète la catégorie mais qui n'achète pas mon produit, voire même qui achète celui de mon concurrent. Et bah oui, c'est quand même assez rigolo aussi ça. Donc finalement... un peu de guérilla marketing, quoi. À court terme, c'est efficace. Hein. On a fait des cas comme celui-là. Et effectivement, comme on sait, non seulement on sait ce que vous achetez, mais on sait à quel moment, quel jour généralement vous l'achetez, hein, puisqu'on a des habitudes tous assez ancrées. Donc, si je sais que Philippe, tu vas acheter ta lessive généralement toutes les 5 semaines et que tu vas faire tes courses le mercredi, eh ben, 4 ou 5 jours avant, si tu achètes Skip, pardon, hein, tu vas prendre beaucoup de publicité pour Ariel, en fait. Voilà. Donc, tu peux aussi faire du recrutement avec de la data, en fait, mais plutôt en ciblant tes prospects que les gens qui te sont déjà acquis. Ce qui montre que mon profil a été parfaitement qualifié, c'est-à-dire en RTT le mercredi et quand même moyennement propre, quoi, toutes les 5 semaines. Il y a beaucoup de dosettes, tu sais, maintenant. J'ai des camarades spécialistes ici. Dans votre étude sur les shopper trends, Sandrine, vous pointez aussi un truc qui résonne avec ce que disait Emmanuel Grenier au début sur la part et la perméabilité de l'alimentaire et du non-alimentaire. J'ai plus en tête absolument, de mémoire, c'est 10% du CA Carrefour en e-commerce sur l'alimentaire et 30% sur le non-alim. Et c'est presque, enfin, ça rebondit de très près avec les chiffres de votre étude. Quand on interroge les gens, il y a 75% qui disent être exclusifs magasin pour l'alimentaire, mais seulement 36%
dans le non-alimentaire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de plafond de verre quand même dans l'alimentaire? Est-ce que ça veut dire simplement qu'on n'avait pas encore suffisamment activé des mécaniques simples? Parce qu'on ne va pas forcément aller sur le site de Danone acheter un pack de 6 yaourts. En revanche, via le jeu des cartes de feed, on peut créer un e-coupon qui est crédité sur la carte de feed. Enfin bref. Est-ce qu'il y a un plafond de verre ou est-ce que c'est juste un moment de transition? Et les autres, pareil, n'hésitez pas si vous voulez contribuer. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, quand on regarde l'étude qu'on a réalisée, 75% sont exclusifs magasins en alimentaire. Et dans le non-al, c'est l'inverse en fait. On est à peu près 65% exclusifs en non-al. Alors effectivement, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, les courses alimentaires, en tout cas nous, c'est sur ce média-là, en tout cas le média dans le point de vente physique sur lequel on va s'appuyer le plus pour faire venir des marques alimentaires, puisque justement les hyper, les super, on constate, ce sont devenus des véritables médias et ça permet, on en parlait tout à l'heure, aussi de déclencher, parce qu'il y a eu une promo, parce que il y a une innovation, de déclencher l'achat à la dernière minute sur le point de vente. Alors on voit quand même un petit peu les choses évoluer, mais on est sur les mêmes chiffres que Carrefour et FMCG. On est à peu près à 85-90% des achats réalisés en magasin et 10% sur le drive. Ça évolue. Je pense que ça va encore évoluer, mais non. Enfin, plafond de verre, je pense que ça évoluera quand même. Arnaud, vous vouliez dire un mot? Ouais, pourquoi pas. Allez-y. Non, je pense pas qu'il y ait de plafond de verre. Enfin, il n'y a pas de raison rationnelle qu'il y ait ce plafond de verre. Je pense qu'il y a la bonne mécanique on et off qu'on doit aussi trouver sur ces shoppers alimentaires, parce que finalement, ils sont en pleine aussi. Le digital ne concerne tout le monde, donc. Je pense que voilà, on revient à la donnée puisque c'est le sujet de la table ronde, mais la donnée qui nous permet de faire le lien entre digit et off, là on doit l'activer fortement, on doit être capable de bien comprendre en termes d'insight et d'activation et puis même derrière de mesures pour casser ce 75%, enfin casser en tout cas sûrement le faire diminuer parce qu'il n'y a pas de raison que ça en reste là. Malheureusement, on est déjà presque au bout du temps qui nous était imparti, comme on dit dans les émissions de télévision. Peut-être je vous propose un tour comme Raphaël l'a fait tout à l'heure dans le précédent panel. On parle de potentiel de la data, de gouvernance de la data. La chose essentielle pour vous pour précisément craquer ces deux enjeux. On va commencer avec vous, Thibaut. Peut-être un point pour moi, ce sera de dire que on a, je pense, fait beaucoup de choses sur le retail média, mais qu'il y a encore beaucoup de données qui sont encore peu exploitées, notamment sur le travel, sur l'hospitality. Et donc, je pense qu'il y a d'autres verticales à ouvrir sur la data collaboration. La banque, vous y croyez ou pas? Parce que j'ai vu que Boursorama avait lancé une offre, mais est-ce que c'est pas tellement, c'est juridiquement encore plus sensible, j'imagine. Il y a un vrai potentiel ou est-ce que c'est limité? Ça commence à arriver. Il y a Chase, notamment JP Morgan, qui commence à lancer sa régie. Donc il y a des choses qui arrivent. Ça vient un peu des États-Unis. On va voir comment on peut s'y adapter pour les marchés européens. Et avec, encore une fois, il faut une capacité à délivrer de la data suffisamment intéressante. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de filtre juridique trop fort. Ça vaut le coup de parier dessus. Il y a des enjeux plus forts, effectivement, de privacy, mais la technologie évolue dans le bon sens. Donc ça ouvre quand même des belles perspectives. Merci beaucoup. Laurent? Mais comme ça a été dit un peu, mais je répète parce que c'est vraiment primordial, c'est la maniabilité, l'interopérabilité et arriver à traverser les silos. Parce que effectivement, sinon, on a quelque chose de très puissant qu'on ne sait pas bien activer, en fait. Peut-être, pour rebondir en un mot, tout à l'heure, tu as cité le sujet de la taille des grains ou de la granularité ou de la taille des cibles quand on croise. Est-ce qu'on peut imaginer demain une collaboration entre TF1 Pub, M6 Publicité ou France Télé qui permettrait par exemple, que la data shopper Carrefour soit activée à la fois dans les environnements TF1, M6, France Télé et du coup avec des maillons. Enfin, aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Non, en fait, je me pose pas la question parce qu'il n'y a pas besoin d'accord pour que ce soit possible. En fait. Oui, bien sûr. Voilà, la data, à partir du moment où les segments sont homogènes, notamment, je fais juste une petite parenthèse sur la télé adressée,
On a travaillé avec les F2M et le SNPTV tous ensemble pour que les segments soient homogènes. À partir du moment où ils le sont, vous pouvez l'activer chez nous, chez M6, chez qui vous voulez, et c'est assez facile en fait. Et de fait, d'ailleurs, chacune de ces 4 régies a un accord aujourd'hui avec Unlimited. Alors, qui est peut-être pas activé de la même manière, mais enfin, en tout cas, donc voilà. Sandrine ? Oui, alors moi, je vais rebondir un peu sur ce que vous dites. Pour moi, il est important. Alors déjà, pour une marque ou un retailer, d'avoir le bon partenaire. On a des bons partenaires ici, mais c'est important d'avoir un partenaire fiable, transparent. S'assurer qu'en fait les outils en magasin, par exemple physique, sont bien en lien avec les outils techno qu'on nous propose et aussi en digital pour avoir de la mesure complètement omnicanal. Parce qu'en fait, nous aujourd'hui, parfois c'est un peu le problème qu'on a, d'avoir une mesure complète entre le physique, le digital, etc. Et c'est très très important pour moi l'omnicanalité. Merci beaucoup, Lavinia. De mon point de vue, sur la liquidité de la data, je pense qu'on a commencé à faire les bonnes démarches, en tout cas au sein de The Trade Desk. Toutes les initiatives, en tout cas, qui ont été citées, montrent qu'il y a quand même un bon chemin qui a été fait. Je pense que ce qui va nous aider d'aller à l'étape prochaine, en tout cas, ça va être d'avoir plus de signaux dans les bitstreams, d'avoir plus d'environnement, enfin plus de terrain, on va dire, à cibler en programmatique d'une manière plus data-driven. Et on voit ça, comme je vous disais tout à l'heure, par la volonté de nos annonceurs et par leurs investissements en pleine croissance. Oui, j'allais dire, d'après les rythmes de croissance que vous citiez, ça veut dire que c'est déjà en train... Le futur est déjà là, quoi, ou presque. Oui. Arnaud ? Je passe en dernier, donc je ne vais pas paraphraser tout le monde. Mais allez-y, n'hésitez pas. Non. La pédagogie est faite de répétition. Il y a un sujet important qu'il ne faut pas oublier, c'est la gouvernance aussi chez les annonceurs. Avoir la bonne gouvernance pour avoir le bon traitement de la data, parfois c'est explosé, fragmenté. Et donc je pense qu'il ne faut pas négliger ce sujet de gouvernance pour avoir une bonne exploitation, sinon on ne s'en sort pas. Et du coup, c'est qui doit être à la tête de la data chez l'annonceur ? Franchement, plutôt le CDO, plutôt le CMO, plutôt le... Je crois pas que... les organisations sont tellement différentes chez les annonceurs, ils sont tellement... franchement, elles sont uniques à chaque fois, j'exagère même pas. Il n'y a pas de vraie bonne réponse, mais en tout cas, il faut faire du conseil, il faut faire des audits, il faut comprendre comment ça fonctionne et qui a les rênes et qui prend les décisions. Et en tout cas, le tout, c'est que ça soit cohérent. Idéalement. Merci beaucoup à vous 5. Merci. Merci.